Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel, bienvenue dans ce nouveau podcast SEO et aujourd'hui j'accueille Monsieur Janvier. Salut Janvier. Salut Thomas, salut tous les podcasteurs qui te regardent aujourd'hui et je suis content d'être invité à ton programme, c'est sympa. Et merci d'être venu. Alors Janvier, tu étais plutôt, tu étais responsable marketing 118 712 et de toutes les applications qui étaient autour. Et aujourd'hui, donc tu viens à peine là de changer un peu de poste et tu es maintenant, tu me disais, chef de projet web, toujours chez Orange, mais Toujours. sur le côté marketing tech, donc tout ce qui est A/B testing, l'analytique, toutes ces choses-là. Tout ce qui est autour de la data, ouais. C'est Et ça. plus dans un environnement technique, donc je travaille avec des développeurs alors qu'avant je travaillais qu'avec des marketeurs. Donc je vois l'autre côté, un peu on va dire le back quoi. Avant j'étais le front. C'est ça, exactement. Et du coup, donc je t'ai invité parce que tu viens de sortir ce bouquin. Voilà, t'as écrit blockbuster, t'as écrit auto-éditeur, youtubeur, et tu finis avec Max Maximus, puisque vous êtes deux à l'avoir écrit, avec marketing vidéo, et là où tu as mis d'ailleurs quelques petites choses me concernant et Easter egg, concernant ouais. mes Oh, acolytes, Monsieur Bourrelli et Monsieur Brio, avec, je crois que c'était Mathieu Blanco, l'invité à côté, hein. exact. Ouais, c'est ça, de mémoire. Donc, du coup, tu reviens aujourd'hui avec ce livre-là qui parle de marketing vidéo, forcément, et qui parle pas que simplement de YouTube et de juste cette plateforme et de la vidéo. Tu expliques vraiment voilà, comment démarrer sa chaîne, comment faire son matos, tout ça, enfin les basiques, on va dire, mais tu vas sur aussi tous les concepts qui sont autour du site web, autour des réseaux sociaux, autour de plein de choses. Alors, si tu devais vraiment présenter ce bouquin, dans quel état d'esprit t'as été avec Max pourquoi vous avez fait ce bouquin et à qui il s'adresse? Ce bouquin on l'avait coécrit donc avec Max Maximus, donc qui est un monteur professionnel. Moi j'ai plus la caution marketing digital. Et en fait, pour faire de belles vidéos, il faut avoir ces deux compétences, hein. Nous, on était sur YouTube et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la plateforme, elle nous enfermait un petit peu et que la vidéo, c'était pas seulement sur YouTube, c'était également sur Facebook, sur Instagram. Mais que si tu arrivais avec ton programme tel quel, que tu fais sur YouTube avec, il y a des codes particuliers, des algorithmes particuliers, que tu poussais la vidéo telle quelle, bah, ça allait pas marcher de la même façon. Donc, nous, on a analysé en recueillant des témoignages de personnes qui marchent bien sur Instagram et sur Facebook qu'est-ce qu'il fallait faire pour adapter son programme, son format, pour être sur ces réseaux sociaux, parce que YouTube aujourd'hui c'est troisième site le plus recherché, deuxième moteur de recherche, mais Facebook c'est aussi monstrueux, c'est le premier site internet. Instagram c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, c'est dans le top 10 des sites également que tu consultes beaucoup sur mobile. Et aujourd'hui c'est vraiment la vidéo qui a le vent en poupe sur ces plateformes parce que la vidéo c'est quelque chose qui t'humanise, quelque chose qui te fait rester longtemps sur ces plateformes, sur ces réseaux sociaux. Et donc l'idée c'était vraiment de s'adresser à ces entrepreneurs, de leur dire bah vous pouvez aussi à la manière des youtubeurs faire un programme, intéresser votre audience. Donc ne faites pas dans la communication institutionnelle, soyez authentique, humain. N'essayez pas de vendre tout de suite votre produit, racontez d'abord votre histoire. Et on a aussi notre parti pris, c'était de dire on a entendu beaucoup des médias complètement dédiés à la vidéo comme Brut, comme Minute Buzz qui s'appelle Vertical Station, dire maintenant faut faire le 100% vidéo, faut plus de faire de site internet. Alors ça c'est des médias, mais nous en tant qu'entrepreneurs, si on a envie de vendre derrière, il faut bien avoir une page d'atterrissage où tu vas pouvoir, je sais pas, mettre un produit dans un panier ou remplir un formulaire. Et donc on a fait aussi la jonction très importante. Vidéo sans site, bah tu peux pas convertir. Donc on a aussi montré dans le livre comment c'était important aussi d'avoir la suite complète. Je regarde la vidéo et puis après derrière la vidéo est suffisamment attractive pour me donner envie d'aller voir ce qui se passe sur le site, et le site dans son parcours m'incite un petit peu à acheter, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Euh, alors justement, moi je te renvoie une question qui pourrait paraître un peu basique, mais bon, tu le sais, je suis quelqu'un qui est spécialisé pardon, dans le SEO. Aujourd'hui, bon, on sait comment faire des bons sites, on sait comment ranker, etc. Mais de plus en plus, on parle du comportement. Et c'est vrai que avoir des personnes, tu vois, qui tapent une requête, qui tombent sur un résultat qui est super au niveau comportement, au niveau des informations, au niveau de la valeur transmise, etc. C'est toujours mieux. Et la vidéo, moi-même, j'ai commencé à le faire là sur les derniers articles. Je vais la mettre un petit peu partout.
si tu devais me vendre la vidéo aujourd'hui, vraiment, tu vois, je suis éditeur de site, que je sois un e-commerce, que je sois un petit artisan, que je sois quelqu'un qui a un commerce local ou je ne sais quoi, pourquoi je dois utiliser la vidéo? Tu viens de donner quelques éléments de Ouais. réponse, mais si tu devais un peu aller dans le détail, où est-ce qu'on la met et pourquoi il faut en faire? Bah, déjà, la consommation de la vidéo, on pourra revenir sur ce chiffre, c'est 82% projection 2021 sur tout l'Internet mondial via Cisco en termes de bande passante. Donc c'est un usage qui est très ancré dans la navigation Internet aujourd'hui. Tout le monde consulte des vidéos. Alors faut nuancer un peu parce que tu vas consulter des vidéos sur YouTube, sur Facebook, mais aussi les programmes, les choses se sont un petit peu délinéarisées. Tu vas voir une série sur Netflix, donc ça passe sur le réseau. La vidéo pour un professionnel sur Internet, ça permet en fait d'avoir le même effet que dans un magasin physique, c'est de donner le petit côté humain d'échange avec son audience et de montrer un petit peu que finalement sur Internet, on peut aussi avoir une communication de proximité comme tu pourrais avoir quand tu es devant ton comptoir en train de dire qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, voilà, nous on peut vous proposer ça. Donc tu crées un petit peu ce lien. Tu arrives à rendre en fait ton audience un petit peu unique parce que finalement il y a que la vidéo, il y a que le fait de parler devant sa caméra, de s'adresser à son public qui va réussir à créer ce lien-là. Voilà. Donc, humanisation et usage en fait. Voilà. Et finalement, moi je parle souvent du discours du vendeur, entre guillemets pour les e-commerce. C'est-à-dire, si on compare un site et qu'on compare un commerce pignon sur rue, le texte jusqu'alors qu'on mettait sur les sites e-commerce, dans la fiche produit, etc., c'est finalement le discours du vendeur que tu retranscris sur le site. Et ça nous fait ranker notamment en référencement. Ouais. La vidéo amène forcément un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus de couleur, d'une voix, etc. Mais c'est essentiel aujourd'hui, je pense, pour pouvoir convertir et mettre un petit truc en plus. Mais tu penses qu'on doit le faire sur tous les sites? Tu penses que c'est vraiment la vidéo un truc d'avenir pour tout le monde? Ouais, alors sur tous les sites, sur tous les réseaux sociaux, pas forcément. Il y a, je pense, des réseaux sociaux qui sont adaptés à ta prise de parole, à ta thématique. Prenons l'exemple de YouTube. Si c'était dans la tech, dans le gaming, ça va être super adapté. Quoique même dans le gaming maintenant, faut aller vers Twitch maintenant. Si t'es un peu dans le luxe, dans la mode, ça peut être pas mal d'aller sur Instagram parce que là, ça va être la photo, également la vidéo qui est de plus en plus présent. Et je prends si tu cibles des populations un peu plus âgées. Facebook, nous on avait dans le livre un témoignage de Cécile Laripa qui est agent immobilière. Elle arrive comme ça à intéresser des vendeurs de biens immobiliers parce qu'elle est vraiment dans le créneau et à vendre ses appartements, ses maisons. Parce qu'il y a il y a la population qui est présente. Donc faut vraiment cibler. Faut pas tout faire, sinon tu vas faire mal. Tu cibles ton réseau social. Après, sur un site internet, bien sûr, tu peux pas faire, ça coûte cher quand même de produire une vidéo. Oui, bien sûr. Tu peux pas faire une vidéo pour chaque page produit, mais prenons le produit qui se vend super bien, produit physique. Si tu dois montrer, je sais pas, un iPhone dans tous ses recoins, faire des zooms, etc., des fonctionnalités, même à la limite, t'es pas obligé de faire toi-même ta vidéo. Si tu as un produit dont on parle suffisamment bien, tu peux reprendre la vidéo qui a été faite par un YouTuber. Et là, ça a encore plus de puissance parce que finalement, tu auras un avis objectif, neutre, s'il n'y a pas eu de partenariat, de vidéo sponsorisée. Et quelque part, c'est quand la personne était là en train de regarder ta fiche produit, elle a regardé les caractéristiques, etc. Si elle avait un moment de doute, il y a souvent ce besoin qu'on a quand on va dans un magasin. Si on va dans un magasin, c'est pour pouvoir toucher le produit. La vidéo, en fait, permet de retranscrire ça, d'avoir l'illusion que tu tiens le produit en main. Donc, tu prends la vidéo d'un YouTuber ou tu l'as fait toi-même, tu le fais vraiment sur le produit phare parce que évidemment, tu peux pas décliner sur tous tes produits. Et après, c'est aussi une réassurance, ne serait-ce que faire une seule vidéo sur ta page d'accueil de présentation de ton entreprise. Donc, ce qu'on disait, c'est faut que ça soit humain, humanisé. Donc, les personnes qui travaillent, je sais pas si tu as un service, montrer comment les mecs, finalement, c'est pas des robots qui sont, je sais pas, à Madagascar ou quoi, qui sont vraiment, si on veut promouvoir le Made in France, qui sont vraiment installés sur Paris ou dans le sud de la France, qui sont des petites mains d'orfèvre, etc., qui te font un truc sur mesure, ça peut aussi réassurer. Et l'autre truc, c'est finalement, si tu as des gens, des clients satisfaits, qui sont à l'aise avec la caméra, tu peux aussi les interviewer. Et là, pareil, dans un mécanisme
quand on achète en ligne, on va en fait regarder un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se dit autour de la marque. Bah là, tu vas pouvoir te dire, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a essayé, ça a bien marché. En plus, on voit que c'est pas fake. Il pointe des points positifs comme des points négatifs sur le produit. Bah la vidéo peut faire la différence, voilà. D'accord. Et alors, tu parlais de quelque chose dans le livre qui est très important que tu viens de redire là, c'est d'être authentique, d'être humain. Et tu disais, voilà, il faut pas tomber dans le piège de faire appel à des acteurs ou de prendre des vidéos sur certaines plateformes qui vendent des vidéos pour la production, pour le montage. Oui. Tu penses que les gens, enfin, quand ils voient quelqu'un parler voilà, d'un produit, tu penses que ces gens-là se disent pas peut-être ouais, c'est pas un acteur celui-là ou enfin même si ça paraît authentique, tu penses pas que je sais pas moi personnellement tu me regardes à la télé, je vois des fois des vidéos, c'est fait un peu à l'arrache entre guillemets la vidéo, on a l'impression que c'est vraiment une personne mais je me dis ouais, c'est un acteur. C'est vraiment un acteur là ou pas en fait, je sais pas. Ouais. Alors bon, bah, ça peut faire moins acteur si c'est spontané ou si c'est, je sais pas, un influenceur qui a fait sa petite vidéo story sur Instagram ou qui a publié sa vidéo sur YouTube où là t'as rien demandé. Là, à la limite, tu le reprends, tu demandes l'autorisation. Est-ce que je peux le mettre sur mon site internet? Là, ça sera plus convaincant. Il l'aura fait avec authenticité, donc tu bénéficies un peu de ce rôle d'influenceur. Donc tu fais juste en fait, tu prends sa prise de parole, tu la mets sur ton site. Après, il y a des trucs qui sont très mal faits et tu vois que c'est des acteurs. Ce que tu disais, les pubs à la télé, il faut sortir un peu de ces schémas-là. Il y a une marque aussi qui s'appelle Feed qui fait des compléments alimentaires. Ça avait fait un peu ça a bien tourné dans notre communauté SEO, ça. Ouais. Feed. Ils avaient fait des vidéos sur la gueule. Ah ouais, bon, bah, désolé, mais ils avaient fait une vidéo où les mecs mangeaient la barre, je sais pas quoi, au citron, j'en sais rien. Ils disaient que c'est délicieux, que c'est bon, etc. Avec un super éclairage et tout. Tu voyais bien que c'était complètement fake. Genre, à chaque fois, ils se présentaient, moi, je suis entrepreneur, etc. J'ai pas le temps d'aller manger le midi, alors c'est super cette barre. Bah là, forcément, ça le fait pas. Par contre, si tu prends des vrais clients, dans des cas d'usage, faut pas les faire venir sur un studio de tournage, faut trouver un angle. Tu vas chez eux ou quand ils viennent dans ton magasin, à ce moment-là, bah, tu prends ton smartphone, tu le stabilises, ça fera une petite impression d'authenticité. Tu les laisses parler, tu leur poses des questions ouvertes, tu vois comment ça rend. Si évidemment ça fait trop jeu d'acteur, que le mec il surjoue, bah c'est pas bon pour toi, pour ta communication, donc t'as intérêt à les mettre de côté. Par contre, ça fait authentique, tu le mets et franchement, bah c'est pour un client qui se pose des questions, d'avoir un point de vue. Si ça peut être par exemple dans la même cible que lui, je sais pas, c'est une nana, c'est un jeune garçon, j'en sais rien, etc. Ça va me parler beaucoup plus que finalement le marchand qui est en train de me vendre sa sauce. Donc ça peut en fait permettre d'avoir un discours plus authentique. Donc faut pas hésiter à le faire, mais faut pas tomber dans le travers effectivement des jeux d'acteurs surjoués quoi. Ouais, parce que bon, mine de rien, on revient toujours sur une question ouais, qui revient pas mal, on va dire, chez les gens qui veulent faire de la conversion à tout prix. C'est que on a parfois des manières à créer des landing pages, des sites qui sont, on pourrait se dire, tu parles de l'UX, tu parles du design, tu parles des mots, etc. C'est gros comme une maison, mais le fait d'être peut-être un peu trop naturel, un peu trop pas parfait, en fait, finalement, ça convertit. Et finalement, la vidéo, c'est vrai que parfois, mettre des effets spéciaux de partout, de faire je sais pas moi, un Game of Thrones, voilà, on parle un peu de... on va parler de montage un peu plus gros, en plus c'est d'actualité. Tu fais un Game of Thrones, tu te dis, bon, le mec, ouais, il doit avoir du fric, il a fait une grosse production pour faire son petit témoignage. Tout ça, en fait, c'est des acteurs, c'est du faux, ouais. En fait, c'est du rêve qu'on nous vend. Et finalement, bon, quand tu vois, rien que ce podcast, finalement, on regarde l'éclairage sur surexposition. C'est mieux, ouais. Je suis un peu naze. Des fois, je fais des qui sont moches, je suppose, des choses comme ça. Finalement, ça paraît peut-être un peu plus humain et on se dit, c'est sincère, c'est plus naturel finalement. C'est plus authentique, mais il y a un truc qui a changé par rapport à la communication qu'il pouvait y avoir avant le début des années 2000, avant l'arrivée d'Internet. C'est qu'un produit vendait parce qu'on le voyait à la télévision. C'était un peu la caution. Donc, il fallait avoir une petite léchée, travailler, etc. Et là, aujourd'hui, avec Internet, tout a changé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance à quoi? À la communauté, à des retours réels. Et finalement, on est toujours un petit peu dans le doute. Et si tu peux avoir de l'authenticité, donc le mieux de l'authenticité, c'est si quelqu'un parle de toi sans que tu lui aies demandé. Mais tu peux le provoquer si au départ faut bien un petit peu lancer la pompe.
si ton produit, tu fais pas un petit effort pour que les gens parlent de ce produit, comment dire, les commentaires un petit peu spontanés vont pas arriver. Donc tu peux envoyer des produits à des influenceurs qui vont faire les vidéos. Et la compensation, c'est leur laisser le produit s'il vaut suffisamment cher. Ça, c'est une bonne technique. Ou tu peux prendre, si tu as des contacts avec les clients qui sont satisfaits, c'est comme quand tu leur demandes de laisser un avis sur des sites tiers. C'est la même chose. Et la vidéo, ça fera moins fake. Moi, je trouve que, je sais plus, il y avait un service web qui authentifie les avis. Moi, quand j'en vois plein comme ça, j'ai tendance à me dire, putain, mais ils ont été payés ou quoi? Parce que je sais, moi, publiant des livres, que c'est jamais tout rose ou tout noir. T'as toujours un avis qui va être positif et un avis négatif. Et certains sites de certification d'avis, tu te retrouves à avoir des avis légers, toujours les mêmes. Donc l'importance, en fait, c'est ça, c'est la nuance, quoi. Ouais, c'est vrai que mine de rien, on sait jamais où est le périmètre. Mais c'est pareil, tu vois, sur les plateformes, c'est jusqu'où il faut aller. YouTube, par exemple, moi j'ai souvent eu ce retour qu'il y a un format YouTube. Alors, on va pas se cacher, il y a un petit format quand même. Mais globalement, sur YouTube, tu trouves de tout. C'est-à-dire, moi je vois des vidéos de petits artisans, je sais pas moi, des mecs qui bricolent et puis qui se filment en train d'utiliser un truc en bois ou je ne sais quoi, et ils se font des centaines de millions de vues. T'as des gens qui vont chanter avec le super micro, truc de fou. Il y en a, ils vont faire des mini-séries de vidéos. Je pense notamment à, comment il s'appelle, le mec de What the Cut là, Antoine Daniel, qui a fait ses What the Cut un peu dans sa chambre et tout, et puis après il est parti sur des trucs vraiment beaucoup plus aboutis. Et puis aujourd'hui, finalement, on a même des hangars avec carrément des locaux, des studios pour faire des vidéos YouTube. C'est quand même assez éclectique. On a pas mal de choses en fait qui sont sur le marché, et je pense que finalement YouTube est juste une plateforme d'hébergement. Après, c'est comment les comportements se font dessus, par où on arrive, par où on sort, par quoi on est passé. C'est des cheminements. Ouais, alors plateforme d'hébergement, il y a quand même des algos de découverte. Et c'est pour ça que les grands vidéastes, ils ont beaucoup de mal. Ils se plaignent sans arrêt de l'algo changeant, qui les met plus en avant. Mais mine de rien, ils n'ont pas trouvé d'alternative. On voit souvent sur Twitter des gens qui arrivent disant, mais va sur Peertube. Ouais, mais Peertube, il n'y a pas d'audience. Ou va sur Dailymotion, mais c'est pareil. Donc c'est l'hébergement, mais aussi c'est une plateforme de découverte quand tu fais du contenu. Et tu parlais, ils vont jusqu'à des grands studios, mais je crois que c'est Amixem qui a développé la Redbox. Il a concentré tous ces vidéastes, ils se font des renvois, etc. Et à chaque fois, ils sont en tendance. Mais mine de rien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de reproduire un studio qui était l'équivalent à leur chambre quand ils faisaient ça chez eux. En fait, le truc qu'ils ont créé autour, c'est juste pour avoir des liens plus fréquents entre eux, pour s'échanger les bonnes tips. Mais le format qui marche, finalement, c'est l'authenticité, où tu essaies pour ce public qui est assez jeune, de reconstruire le fait que c'est quelqu'un d'assez jeune qui s'adresse à son audience, et il fait comme s'il était dans sa chambre, quoi, en fait. Après, je pense que effectivement YouTube peut être une plateforme pour découvrir des chaînes, des séries, etc. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de vidéos qu'il faut une communication autour. Il te faut un site, il te faut une audience sur les réseaux sociaux, il faut que tu essayes de faire vraiment une stratégie globale finalement pour pouvoir pousser à la fois tes vidéos et que tes vidéos puissent pousser aussi le reste. Et moi je sais que les vidéos ont fonctionné parce que j'ai touché à des sujets qui étaient importants. Donc tu vois, on va sur la recherche de mots-clés SEO, clairement, où on va se dire, bon bah les tendances en général sur Google, c'est, je sais pas moi, comment faire une recherche de mots-clés par exemple. Eh bien, je fais un tuto sur la recherche de mots-clés, il va marcher un petit peu plus que, je sais pas moi, une connerie sur comment faire un questionnaire de questions-réponses sur les pingouins en Amazonie qui n'existe pas, tu vois. Bon, c'est un truc de fou quand même de se dire que tout le monde peut faire de la vidéo aujourd'hui. On a une plateforme qui est relativement grosse et où on peut communiquer dessus comme elle peut communiquer sur nous. Ça... En tout cas, ce qu'il faut faire attention, quand tu publies une vidéo, tu parlais d'hébergement sur YouTube, faut bien s'imaginer que c'est une chaîne, que tu as une audience qui est abonnée. Et il y en a qui font ça, des entreprises qui vont s'en servir comme plateforme d'hébergement et qui vont pas faire gaffe qu'il y avait des gens quand même qui étaient abonnés à sa chaîne, qui vont faire une petite vidéo de présentation de produit, qui est pas vraiment dans le ton conversationnel dont on parlait avant. Et les gens vont arriver à voir ça dans leur notif. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça fait sens dans le contexte où c'est une vidéo qui est présentée à côté d'une fiche produit, si tu veux.
Alors voilà, faut la masquer ou alors tu la mets sur une autre plateforme, tu dédies, je sais pas, toutes tes vidéos de présentation, tu les mets sur Vimeo qui est aussi qualitatif. Mais il faut faire attention à ça quand tu as une chaîne YouTube. Enfin, quand tu publies des vidéos sur YouTube, tu as aussi une chaîne YouTube. Donc si tu veux faire la jonction avec ton site internet, bien avoir l'éviter, tu vois. Bon, pour toi c'est évident, mais il y en a pour qui c'est évident. Ça me paraît évident, c'est pour ça. Mais après, c'est vrai que tu fais bien, C'est vrai que le podcast veut aussi s'élargir autre que les référenceurs. Donc, si il y a des débutants qui nous écoutent et qui veulent commencer sur YouTube, effectivement, c'est pas juste une plateforme. Faut voir une le chaîne truc, aussi. voilà, attention. C'est une chaîne. Il faut le prendre, voilà, comme la petite émission que vous allez faire. C'est votre média, c'est un support de communication quand même. Ouais. Alors. Moi j'avais une question, enfin plutôt un gros sujet que je voulais traiter avec toi avant de conclure ce podcast. C'est cette histoire de conversion, de comportement, d'engagement avec la vidéo. Aujourd'hui on peut mettre les vidéos, donc on a une fiche produit, on va faire le truc, la photo, on peut faire la description, le prix, tout ça, mais on peut mettre cette vidéo là. On peut le faire aussi sur un article plus éditorial, admettons comment faire un gâteau au chocolat, tu peux mettre en vidéo comment tu prépares la chose étape par étape. On peut mettre la vidéo sur énormément de sujets. Maintenant, en termes de conversion, est-ce que toi aujourd'hui tu as consulté, je trouve pas le mot, c'est marrant ça. Je sais pas, ouais. Constaté. J'ai eu accès, constaté, ouais. Constaté. Est-ce que tu as constaté, je suis pas réveillé, c'est un truc de fou. C'est le lundi, c'est le mardi, lendemain du lundi de Pâques, c'est compliqué. Tu as constaté qu'il y avait peut-être des tips, des choses en fait qu'on pouvait faire qui donnaient un peu plus de résultats ou pas avec la vidéo. Est-ce que, je sais pas, le positionnement de la vidéo, comment tu la présentes, le thumbnail, tu vois, la vignette, l'image à la une, est-ce que ces choses-là peuvent inciter au clic ou faire convertir un peu plus un produit ou autre, je sais pas. Ouais, je vais parler de mon cas personnel et de cas de deux personnes qui ont témoigné dans l'ouvrage, qui est RhinoShield. RhinoShield, c'est une coque de protection pour smartphone. Ils font beaucoup de partenariats avec des youtubeurs. Et également La Petite Épicerie, qui est un site e-commerce. Pareil, elle a des cas concrets de conversion. Donc tu parles de la vignette, c'est plus la vignette, ça va servir dans la discoverabilité. Quand tu es au niveau des suggestions vidéo, c'est que les gens, tu t'assures qu'ils vont regarder ta vidéo. Donc, pour ressortir du lot par rapport à, je sais pas, 10 vignettes qui sont affichées, il vaut mieux effectivement avoir quelque chose d'attractif. On voit souvent les youtubeurs qui font des grimaces, des sourires, etc. pour montrer que c'est un peu exceptionnel. Donc, c'est la curiosité humaine, tu vas aller cliquer dessus. Ça, c'est plus pour la discoverabilité. Donc, la conversion, en fait, elle peut se faire directement sur la plateforme YouTube, Facebook, ou directement sur le site internet. Donc, alors, je vais prendre l'exemple de La Petite Épicerie. Elle s'est rendue compte, c'est ce site e-commerce, qui avait un produit qui marchait du feu de Dieu, c'est le slime. Et le slime, je crois que c'est quand tu fais la recherche comment faire quelque chose sur YouTube, c'est toutes les recherches how to en anglais ou comment faire. Tu peux voir dans les suggestions YouTube, tu parlais d'outils pour découvrir les mots-clés, que le slime arrive en 4e ou 5e position dans le top des recherches, parce que c'est toute la jeune génération qui se pose des questions, etc., pour faire ça eux-mêmes. Et donc eux, ils ont été malins, ils ont fait un kit de slime. Ils se sont dit, on va faire le kit, on va montrer comment on fait le truc. Et dans la promotion, donc ils font une petite vidéo, c'est un tuto. Ce tuto, c'est quelque chose qui marche super bien sur YouTube, donc il faut aussi s'adapter à l'audience et au code de la plateforme. Ils montrent, tiens, je prends telle Cléopâtre, je la mets là, je fais un petit mélange, je mets des petites paillettes. Et ben vous avez vu, en 3 minutes, j'ai mon truc, ça fonctionne. Bah, si vous voulez faire pareil et que vous êtes sûr que ça soit inratable, ce qu'elle disait dans la vidéo, bah il y a le kit. Donc tu le mets dans la description, un petit lien. Tu fais en sorte qu'il soit visible. Je crois qu'il y a 140 caractères. Le lien, il faut essayer de le mettre là tout de suite parce que les gens vont pas appuyer souvent sur le truc pour dérouler. Tu peux également donner le nom de ton site internet et le mettre en domaine autorisé sur la plateforme YouTube. À ce moment-là, tu pourras mettre à la fin une petite vignette où tu mets la photo de ton produit. T'as plus qu'à cliquer dessus. Et comme on se disait avant de préparer le podcast, il faut être pas mou du genou, mais faut être très précis dans l'action qu'on veut faire. Faut pas dire, c'est Stan Leloup qui témoigne dans le livre qui le disait, cliquez ici si vous voulez en savoir plus. Non, ça va pas. Faut dire vraiment ce qui attend derrière. Tu vas acheter le kit, super facile. Bah, faut montrer avec le doigt, c'est là. Alors je crois que c'est là. Ouais, tu le mets là. Hop, clique bien ici. Et ça convertit. Donc faut être vraiment dans l'accompagnement un peu lourdingue. Et faut éviter de réfléchir. Faut donner la solution directement. Faut pas qu'on se pose sur 1000 questions avant de dire ah c'est ici. Non,
faut se dire, non, c'est tout, t'as pas le choix, c'est là ici, là, je te le dis, là, c'est ça, voilà. C'est ça. Donc il faut donc s'adapter à ce qui est attendu un petit peu sur la plateforme. Et donc Rhino Shield, ils ont vu que il y avait pas mal de chaînes tech dédiées à la test de smartphone, et donc ils ont envoyé leur code de protection, ils ont rémunéré les youtubeurs. Donc il y a quelque part un youtubeur qui a une grosse audience, faut payer l'audience, faut payer le temps qu'il va faire pour monter la vidéo. Alors les échelles de prix, je les ai eues, hein. Ça peut démarrer, je sais pas, à 1000 euros si l'audience elle est à, allez, on va dire, je sais pas, le mec a 50 000 abonnés. Quand il publie une vidéo, ça fait 10 000 ou 20 000 vues. Une audience assez engagée. Ça peut monter jusqu'à 10 000 euros si le mec a plus d'1 million d'abonnés. Quand il publie une vidéo, il peut aller jusqu'à 1 million de vues. Donc tout ça se monétise. Et donc les petites astuces de Rhino Shield pour convaincre, c'est en gros de donner, c'est comme dans le commerce traditionnel, une offre limitée. Tu donnes un code promo avec le nom du youtubeur. Moins 25% si tu achètes maintenant tout de suite. Donc le youtubeur a fait une petite vidéo sympa où il a testé la coque, il a montré que même avec un marteau, même en lançant de plus de 10 mètres, ça se pétait pas la gueule, c'était solide. Donc ça c'est un petit peu la démonstration, le côté waouh qui donne envie. Et à la fin, hop, petit appel à l'action, bah allez-y les gars, c'est moins 25%, il y a mon lien en descriptif, ou simplement le fait de le dire à l'oral m'expliquait qu'il avait intérêt à le dire à l'oral aussi, le code, le site Rhino Shield, parce que les gens n'allaient pas cliquer forcément sur le lien en description. Et là, ça convertit. Il me disait sur des vidéos avec un sacré budget, plus de 10 000 euros, donc des chaînes qui ont, je sais pas, 3, 4, 5 millions d'abonnés, des Amixem, des Pierre Cross. Il avait plusieurs milliers de ventes, hein, ce genre de choses. Donc, il faut s'adapter au code de la plateforme. Si t'es une marque, t'as pas la communauté, tu fais la vidéo, ça va pas convertir. Faut s'appuyer sur des relais. Et si t'as pas les moyens, tu prends l'exemple de la petite épicerie. Tu fais les tutos parce que tu sais qu'il y a une demande autour de ça. Tu essayes de comprendre un peu comme tu fais dans les analyses SEO, qu'est-ce que les gens recherchent. Est-ce que moi, par rapport à cette recherche, j'ai un produit adapté? Et donc, faut vraiment se caler par rapport à la demande et par rapport à l'audience, quoi. Oui, tu avais parlé aussi des trois types de vidéos là. Alors, je me rappelle plus des noms, elles sont un peu bizarres, mais globalement, Alors, tu ouais, disais que ces trois vidéos, ouais, tu avais des vidéos qui sont là surtout pour répondre à une demande. T'en as, c'est un peu le mode super-héros, je sais plus quoi, où t'essayes de. ouais. Les tutos, c'est l'hygiène content, contenu, je sais pas, on dirait hygiénique. C'est je réponds à une question, et donc ça c'est très puissant parce que ça correspond aux recherches que font les internautes sur YouTube, mais également sur Google. On en parlait avant de faire le podcast. Moi aujourd'hui, j'ai des articles de blog. Bien souvent, ils ont beaucoup de mal à se positionner par rapport à la même vidéo que je vais faire sur le même sujet. Où là, forcément, t'es dans l'écosystème de Google. Il y a un blog vidéo. Quand tu fais une recherche connotée vidéo ou tutoriel, ils ont tendance à mettre en avant leur blog de vidéo. Et naturellement, tu regardes les 3-4 résultats qui remontent. C'est souvent des vidéos hébergées sur YouTube. Donc il faut se caler là-dessus et Hygiene Content c'est très facile. Après t'as alors je sais plus qu'est-ce que je racontais. Je sais qu'il y a une vidéo. Super Hero Content là. Ouais. Attends, je l'ai là. Tu l'as là? Je dois l'avoir quelque part. Attends. En même temps, attends, je crois que je l'ai. Hop là. Donc Hero Content. Hero Content, ouais. Être découvert. Le Hygiene Content répondre aux questions et le Hub Content c'est créer l'addiction. Alors Hub Content, ouais, c'est le truc intermédiaire, c'est créer le rendez-vous. C'est très important sur les plateformes comme YouTube d'avoir le même type de format, la série de vidéos et de donner envie la fois d'après. Si tu veux que les gens s'abonnent, faut que tu dises que la fois d'après tu auras un contenu un peu meilleur dans le même genre. Donc si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour voir la prochaine vidéo. Et le Hero Content, c'est les trucs ce qu'on appelle le buzz aujourd'hui, qu'on a beaucoup de mal à faire. On tente des coups, parfois ça marche pas. Souvent, et donc là souvent ça marche pas. Et en fait, si tu fais la vidéo de buzz et qu'il n'y a pas de programme avant, qu'il n'y a rien, ça va servir à rien parce que tu vas pas te donner des raisons de s'abonner à ta chaîne. Et donc, il faut mieux préparer. C'est pour ça que c'est itératif. Le truc simple qui marche à tous les coups, c'est les tutos, l'hygiène content. Le rendez-vous, ça permet de fidéliser avec le Hub Content. Et souvent, les chaînes qui passent de 10 000 à, je sais pas moi, 200 000 abonnés d'un coup, c'est parce qu'il y a eu un peu la vidéo qui a viralisé. Il y a un exemple, c'est Micode, qui aujourd'hui cartonne sur la plateforme. Il a démarré, alors lui c'est le contre-exemple en fait parce que je crois que c'était sa première vidéo qu'il a postée sur les arnaques Le Bon Coin et il a eu tout de suite plus de 100 000 abonnés en une semaine. Je crois qu'il y a quelqu'un de la communauté SEO, Vital SEO, qui avait un petit peu décrypté le sujet. Il avait fait un article très intéressant, si à l'occasion si tu peux le mettre dans le podcast. Non mais c'est
il y a des stratégies différentes. Il y a des stratégies où on va essayer de monter, tu vois, une stratégie un peu ascendante où c'est un peu ce que tu disais dans le livre, c'est que il faut commencer par des choses simples et petit à petit monter un petit peu son empire. Puis finalement, boum, quand tu vas dépasser un seuil, c'est vraiment quand tu vas sortir la vidéo buzz. Mais l'autre technique fonctionne aussi, c'est juste que je pense qu'il y a plus d'incertitude. Il faudrait vraiment que tu aies une très très bonne vidéo et que tu utilises, je pense, d'autres leviers que simplement YouTube. Tu peux pas simplement créer ton compte YouTube, ta chaîne, pardon, envoyer ta vidéo et puis attendre comme ça. Alors, ça peut marcher en fait, sur un malentendu, mais non, non, mais ce qui marche, c'est bien ce que tu dis, c'est le contenu en fait. Le contenu peut être textuel ou vidéo, s'il est suffisamment de qualité. C'est là où ça va prendre. Moi, j'ai un exemple. Je parlais d'un cas personnel. Mon livre Blockbuster, le premier que j'ai sorti, qui était sur comment gagner de l'argent avec un blog, un titre un petit peu accrocheur. On m'a reproché qu'il soit putaclic, mais le problème, c'est si tu veux vendre. C'est que les gens tapent. Il marche, voilà. Et donc, j'avais un article, je sais, qui convertissait à mort. Et je l'avais orienté de telle façon. J'ai eu un contrôle fiscal et j'ai expliqué dans le livre, en gros, comment tu te sors d'un contrôle fiscal. Donc, j'ai fait tout un article comment déclarer ses revenus Google AdSense. J'explique tout, que c'est hyper compliqué, qu'il faut faire une déclaration auprès des douanes, créer une micro-entreprise. Voilà, donc j'ai vraiment bien détaillé. Et à la fin, l'article, je dis, si vous voulez aller plus loin, vraiment, on va être bien en règle et tout, etc., achetez mon livre, il vaut seulement 3,99 €. On en revient. Tu files du contenu gratos, en gros. Ça peut être du texte ou de la vidéo. Et à la fin, tu présentes un truc, ton produit, tu dis, si tu veux avoir le truc qui te permet d'aller nulle part ailleurs, que tu trouveras jamais sur Internet, c'est vraiment le truc qu'il te faut, et ça convertit. Et comme les mecs, souvent, sont en galère, enfin, dans le cas présent, ils se posaient les questions, mais putain, mais j'ai créé mon blog, j'ai mis du AdSense, je touche des revenus, je vais me faire contrôler. Ils sont un peu en mode, alors c'est peut-être un petit peu le mécanisme de la peur, mais je l'ai pas orienté comme ça. T'as fait tout le déroulé du discours quelque part où quand même t'apportes une réponse, t'apportes quelque chose, et à la fin tu fais le call to action, l'appel à l'action qui va bien, quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi-même j'ai un autre cas qui m'est venu quand tu parlais, c'est que il y a un moment, je crois que j'en avais déjà parlé en podcast, mais ça a marché aussi pour la vidéo. On avait pris une vidéo qui était probablement une des premières vidéos de la chaîne. C'était dans le monde du gaming à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, je commence à me faire vieux. On avait lancé ça en France. On avait utilisé un peu à la manière de Reddit ou des choses comme ça, des espèces de réseaux un peu qui sont autour. Donc il y avait TeamSpeak, il y avait Mumble, il y avait les Discord, toutes ces choses-là. On lançait la vidéo, ça avait regardé, mais pas tant que ça. Et puis on l'a lancé avec des sous-titres anglais. On l'a foutu dans d'autres pays européens, mais aussi en Asie, tout ça, où le gaming, il se jette souvent dessus quand c'est marrant et drôle. Et la vidéo était vraiment quand même pas mal. Et puis ça a décollé. Et on avait fait la même chose pour un autre outil, le même technique. France, ça n'avait pas décollé. Japon, je crois que ça en avait fait en une journée près de 70 000 vues. Et je me dis, putain, finalement, des fois, ça tient à rien. Il suffit juste de saisir où sont les gens. Où sont ces personnes qui pourraient être consommatrices de cette vidéo, de cette application, de ce site ou autre. Et c'est un énorme travail d'étudier ces cibles, de savoir qu'est-ce qu'elles font, quels sont leurs comportements, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles disent, tout ça. J'avais parlé de la carte d'empathie dans un précédent podcast. On en revient toujours à la même chose, c'est que quand tu fais du marketing, il n'y a pas de secret, quoi. C'est qu'il faut quand même réfléchir un peu en amont à qu'est-ce que tu vas donner, mais surtout à qui et comment ces personnes fonctionnent. Mais voilà, c'est marketing vidéo. Voilà, tu expliques tout dedans, je te dis rien. Voilà. C'est ça, Comme d'habitude, il y a énormément de choses à penser et il faut être pro et il faut pas hésiter à tester toujours. Ouais, tester, faut pas avoir peur, c'est un message clé qu'on donne dans le bouquin quand même. Quand on parle de marketing et de vidéo, on a tendance à penser qu'il faut des gros moyens techniques. Et nous, c'est vraiment le truc qu'on a voulu exclure dès le départ. On peut démarrer avec un smartphone. Il faut avoir un bon micro comme on a actuellement parce que sinon ça va être désagréable pour la personne comme on raconte une histoire. Et après, tu testes des formats sur YouTube, Facebook, Instagram. Tu regardes vraiment là où tu as le plus d'attrait. Je pense par exemple sur Instagram, il y a des trucs, il y a vraiment des success stories comme Chanty Biscuit là qui fait des petits biscuits personnalisés. Elle a une communication, cette entreprise, uniquement centrée sur Instagram. Donc il faut vraiment au départ tester ce qui marche bien, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Pareil, tu regardes l'historique de toutes ces chaînes YouTube
Du coup, tous ces comptes Ça, c'est bien Instagram, drôle souvent. hein, Oui. Tu regardes ils, les a- ils- premières vidéos, c'est complètement pourri. Ah ouais. exactement. Mais ils ont eu le courage de se lancer et c'est en ayant le feedback de leur communauté qu'ils se sont améliorés progressivement. Et on apprend que par l'expérience, donc le livre va aider un petit peu à avoir les endroits où il faut aller, pas aller, etc. Hmm. Mais on peut rien faire si t'as pas la courbe d'expérience. Donc il faut vraiment se lancer, tester et à chaque fois se corriger par rapport à des feedbacks bienveillants qu'on peut avoir. Et faut pas penser, on voit sur les réseaux sociaux, on se fait allumer, mais quand tu démarres et que t'as une toute petite communauté, finalement tous les feedbacks que tu auras, c'est en général des choses assez bienveillantes, quoi. Donc, et c'est d'autant bien de démarrer petit au départ parce que construire une communauté, c'est quand même, ça prend du temps. Avec vous, Digital Gods, tout ce que vous avez fait sur le Blab, etc., ça n'a pas démarré comme ça du jour au lendemain. Et pour tous les créateurs, c'est un peu pareil. Pareil pour ton podcast, là, tu as bientôt dépassé les 1000 abonnés, mais il y a eu un temps. Enfin voilà. Donc, Oui, bon après, c'est pas c'est petit. spécialement mon objectif, mais c'est vrai que globalement, quand on réfléchit au truc, euh, c'était que du test. Le Blab, par exemple, enfin Digital Gods, à la base, c'était juste une discussion comme ça entre podcasters SEO. On s'est lancé sur Ouais. Blab qui venait de sortir. Ah tiens, elle est pas mal cette plateforme. Et puis on a fait des milliers et des milliers de vues en direct parce que Blab, en fait, c'était public. On était l'un des Blabs les plus consultés à l'époque. Et pour le coup, bah, c'était plutôt cool. Après, on est allé sur YouTube, on a fait avec le live. Moi, je continue les podcasts à côté. Mais après, voilà, j'avais quand même des personnes sur Twitter, j'avais des personnes en privé qui me posaient des questions. J'essayais de répondre à leurs questions dans les podcasts. Mm. Je me suis chargé aussi de contacter les gens. Là, tu disais, Ouais. parfois ça prend du temps, etc. On en parlait en off juste avant. C'est que personnellement, moi, je peux pas me permettre, malgré que je connaisse quand même le fait de couper les vidéos, de faire des vidéos un peu plus dynamiques, faire des super images à la une et tout ça. Globalement, je connais la théorie du truc. Maintenant, Ouais. de là à passer à l'action, prendre du temps, se dire tous les jours, je vais être sur mon logiciel de montage, à faire des effets, des transitions, mettre des petits extraits vidéo, tout ça, comme on peut retrouver sur d'autres chaînes YouTube. Bah, moi, j'ai pas le temps, je le ferai pas pour le moment. Maintenant, peut-être que plus tard, comme vous disiez, Ouais. j'aurai peut-être quelqu'un qui me suivra comme Gary Vee et qui fera le Et montage ouais, à ma place. un stagiaire. Mais ça, c'est pas demain la veille. Hein. Parce que bon. Non, c'est sûr, c'est du temps. Faut pas faire n'importe quoi, c'est du temps. C'est d'autres objectifs, quoi. C'est pas la même culture. Aux États-Unis, bon, YouTube, en marketing, bon, il y a des choses à faire. Ici en France, il y a des choses à faire aussi, mais c'est beaucoup de taf. Je préfère de loin aller sur mon blog à parler un petit peu avec les gens, à travailler le référencement, à aller sur quelques réseaux sociaux, continuer YouTube, mais pas hésiter à utiliser d'autres outils, d'autres plateformes, d'autres endroits en fait. Après, Bien sûr. bon, c'est le test qui dira si YouTube demain sera l'un des leviers clés. C'est un des leviers clés aujourd'hui pour moi. Pour d'autres, ça l'est peut-être pas. Pour d'autres, ça l'est complètement. C'est toujours pareil. Étudier la cible. Ouais, Voilà. ouais, on fait pas la vidéo pour rien. Ça sert à rien. Enfin voilà. Bon bah écoute, janvier, tu nous as dit pas mal de choses sur marketing vidéo. Il faut s'y mettre. Et ça, on le répète depuis quelques années déjà. Avec le content marketing, hein, ça va aussi pas mal avec. Merci d'être passé. Merci pour la citation dans le livre marketing vidéo. Allez l'acheter si vous voulez en savoir plus sur comment vous pouvez mettre en avant vos produits, les produits de vos clients, etc. Parce que vraiment ce bouquin il est complet, il y a 400 pages. C'est des fiches, donc vous pouvez même aller dans le sommaire, puis cliquer, n'importe quoi. Je pensais à la formation vidéo de Maximus qui est offerte dedans, mais 1 heure de formation aussi offerte, ouais. voilà, mais je pensais aux fiches, d'aller directement à la page en question pour apprendre un sujet particulier, parce que bah ouais, Instagram, Facebook, tout ça, ça explose et autant que YouTube, je pense à sa belle époque où il y a eu la belle courbe. Donc allez-y, voilà. Et puis janvier, si tu veux dire un dernier mot, je t'en prie. Ouais, alors si vous êtes allergique à la lecture, il y a aussi la version libre audio. Je crois que c'est gratuit si vous testez pas encore Audible. Donc on a réussi la prouesse d'enregistrer ma voix, celle de Maximus, celle de Mélanie également, qui nous a accompagnés sur les témoignages, qui a une agence vidéo. Donc ne soyez pas rebutés par le format. C'est vraiment adapté à tous vos moments. Moi, j'écoute pas mal de livres audio quand je fais mon footing. Donc on peut même avoir des conseils en vidéo en les écoutant un peu à la façon d'un podcast, en allant faire autre chose. Donc
on parlait d'optimisation du temps, c'est un bon moyen d'optimiser son temps. Effectivement, l'audio, c'est un truc que j'utilise pas encore l'audio, mais il faudrait peut-être que je m'y mette aussi, de tester les livres à écouter. Il y a Audible, il y en a d'autres, Amazon le fait aussi je crois, et parfois il propose des petits packs. Effectivement. Bon et bien, Janvier, à très bientôt. Nous on se retrouve pour un prochain podcast SEO. Likez, commentez, partagez la vidéo et puis retrouvez tous les liens dans la description pour acheter le livre et puis pour tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Voilà. À très bientôt Janvier, merci d'être passé. Merci Thomas, merci à tous. Likez. Allez, ciao ciao.